Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Aujourd'hui, nous avons plus de temps, donc il est possible d'écouter plus de musique et de nous pencher sur la façon dont un interprète procède, c'est-à-dire aussi sur la façon dont un compositeur procède, avec cet angle d'attaque, en quelque sorte, qui est la façon de prononcer des phrases et de les enchaîner. Donc il s'agit d'observer à quel jeu on se livre avec le langage et comment on assure des poids différents aux différentes entités musicales au sein d'une continuité, au sein d'un flux, qui est le flux du temps musical. Nous commençons avec un extrait d'une pièce de Bach. C'est un compositeur d'une variété considérable et le but là, c'est d'essayer de dégager un comportement baroque spécifique. J'ai choisi une pièce qui n'est pas trop apparentée au chant en particulier ou qui n'est pas spécifiquement polyphonique, mais qui est très instrumentale, qui est la 5e suite française, tout au moins la première partie de son allemande. Le texte, comme toujours, présente beaucoup de notes, mais quand on lit un texte, ce ne sont pas tous ces signes que l'on appréhende, c'est tout de suite une certaine façon de structurer ce système de signes et tout de suite une façon allant le plus au cœur possible des jeux structuraux, de saisir le sens du discours proposé. Alors, si nous nous penchons sur cette œuvre, au départ, on peut, comme un premier niveau de structure essentiel, la ramener à sa basse, et à sa basse porteuse d'harmonie. Donc, comme si on lisait une sorte de basse chiffrée, où on réalise les harmonies ou les accords. Etc. J'ai mis en valeur, bien sûr, cette basse. C'est là un premier contact avec les fondements de cette pièce. Maintenant, pour celui qui écrit à partir d'une trame comme celle-ci, l'une des premières priorités compositionnelles ou d'interprétation va être de déterminer la ligne de chant. Je vais jouer à peu près la même chose, mais en mettant en valeur cette ligne, tout au moins les points de repère de cette ligne, ces points d'ancrage. En fait, combien ces dimensions de base et d'harmonie et de chant inclus dans cette logique ont une conduite linéaire, mais aussi on sent
combien les groupements par pas harmoniques créent une sorte de balancement général. Ce sont ces petits regroupements de pas harmoniques qui créent la base de tout le fonctionnement de ce type de pièce. Maintenant, comment la mélodie est-elle travaillée? Eh bien, dans toute musique dansée de ce type, elle est travaillée avec des rythmes, et notamment des rythmes caractéristiques. Dans une suite française, même si on commence avec une allemande, on a des rythmes à la française, ces rythmes pointés, si caractéristiques. Mais avec Bach, qui est un compositeur qui travaille tout le temps, ce rythme italien est tout de suite varié. Pour la première note, avec ornementation pour la seconde, et la troisième est une résolution de cette ornementation. Et ainsi de suite. Ensuite, quand la mélodie continue, bien sûr, nous n'entendons pas seulement le schéma de base, car Bach a trop de fantaisie pour cela, et c'est un homme trop soucieux de la réalisation précautionneuse pour laisser à l'interprète le soin de tout compléter, de compléter son schéma. Eh bien, dans la continuation de cette mélodie, voilà ce que nous entendons. Alors, c'est déjà beaucoup de choses. En effet, on a un motif d'introduction, de respiration, que nous retrouverons souvent. C'est pour introduire le nouvel enchaînement de pas harmoniques. Et puis, au cœur de ce petit succession de pas, on entend non seulement la mélodie parallèle à la basse, mais aussi, comme une oscillation avec une des notes de l'harmonie, une sorte de micro-jeu polyphonique. Et à la fin, avant la conclusion, Bach ne va pas continuer selon le même modèle. Là encore, il est trop varié pour cela, mais il énonce un grand intervalle et il va conclure sur la dernière note avec un nouveau motif mélodique. Alors pourquoi cela est-il si important? Parce qu'il a non seulement cette fantaisie des mélismes, mais il a aussi une très grande puissance structurelle. Un motif d'introduction va se retrouver à différents moments de la même page. Un motif de conclusion également. Et cela va assurer naturellement une sorte d'unité très grande à n'importe laquelle de ces compositions. Ça veut dire quoi pour l'interprète et pour l'auditeur? Ça veut dire que exécuter ou considérer toutes ces notes comme égales transformant toute musique de Bach en une musique linéaire serait une erreur d'appréciation. Au contraire, la mise en vie des différentes fonctions de ces micro-mélismes est ce qui va assurer vie à l'interprétation. Que s'est-il passé? Nous avons modulé, nous sommes allés vers un autre enchaînement de pas harmoniques. Et pour ce faire, c'est la basse qui a emprunté le motif de conclusion de notre mélodie. La basse imite aussitôt. Et que fait alors le chant? À partir du moment où nous avons modulé, eh bien, il ne recommence pas comme au début, en étant parallèle avec des rythmes à l'italienne, ces rythmes brisés. Il emprunte le second principe, cette micro-polyphonie. On joue les notes de la mélodie et on fait un va-et-vient avec une note de l'harmonie. Et nous terminons avec le même motif de fin. Mais que faire pour continuer? Bien là, Bach va faire différemment que dans les 2 mesures et demie existantes jusqu'alors. Il va utiliser ce motif final, le renverser, l'écourter encore, l'écourter jusqu'à une seule note, ce qui fait que cette transformation
d'un motif par lui-même va donner naissance à de nouvelles mélodies. Écoutez en effet cette répétition du même intervalle, importante car ce motif très reconnaissable va être reproduit bientôt quand nous allons moduler. Et c'est maintenant, nous modulons en mi mineur, le relatif. Ce motif qui a été déduit d'un petit motif finalement très fonctionnel devient motif principal. Et puis on revient à l'ancien comportement, n'est-ce pas, cette micro-polyphonie qu'on connaît bien maintenant et qui vient en imitation. Alors pourquoi du neuf ? Non, pourquoi un élément qu'on connaît déjà et non pas du neuf ? Eh bien parce que l'on atteint à nouveau Ré majeur que l'on connaît déjà. Donc, jusqu'à maintenant, nous avions une nouvelle idée chaque fois qu'on modulait. Cette fois-ci, lorsque l'on arrive à une tonalité déjà connue, eh bien, on prend un modèle, un petit pattern que l'on connaît et on fait un jeu d'imitation. On conclut et on se trouve à la dominante. C'est, vous savez, le fameux parcours de la tonique à la dominante. À partir de ce moment-là, la basse qui jusqu'à maintenant avançait à pas compter va être beaucoup plus active, comme pour signifier ce moment où la dominante est obtenue. Quant à la partie supérieure, le soprano, il s'envole pour faire un type de mélodie beaucoup plus simple que ce qu'on a connu jusque-là. De sorte que la musique coule de source, si je peux dire, après tout le travail thématique que nous avons eu jusqu'alors. Mais avant de conclure en Ré majeur, on va avoir un peu d'inquiétude et nous être infléchis vers les tons mineurs. Nous voilà en Ré mineur. Alors, que se passe-t-il ici ? Eh bien, on module en Ré mineur, en Sol mineur. Et quand on est allé à un ton relativement éloigné, pour revenir en Ré majeur, on va moduler sur chacune des basses entendues, donc de façon très fréquente. Et là, eh bien, la mélodie va renforcer ce principe très actif en énonçant toujours le fameux triton, l'intervalle du diable, comme pour quand trois croches, une très courte valeur de temps, on a une très grande densité d'expression. Et puis quand nous avons atteint le Ré majeur, eh bien, Bach se contente de remplir son accord avec la formule, une des formules consacrées pour ce genre de fin. Alors, pourquoi la description de tant de petites fonctions ? Parce qu'en fait, à l'époque baroque, on travaille comme cela, on travaille avec des petites cellules qui s'agglomèrent, et puis, si on veut assurer une variété, il faut varier ces cellules, mais si on veut assurer une unité à une œuvre, eh bien, il faut trouver un moyen que ces cellules soient avec une certaine familiarité les unes vis-à-vis des autres, et c'est ce que fait le compositeur ici avec chaque double croche de cette composition. Je vous propose une version du début de cette pièce ne tenant pas compte de ce jeu de construction, et donc qui va considérer que cette musique, au contraire, est très linéaire, comme une musique presque visuelle. C'est un peu comme ça qu'on a joué cette musique à un certain moment de l'histoire de l'interprétation.
etc. Et maintenant, je vous propose une version qui essaye au contraire de donner vie à tout ce travail local sur lequel j'ai essayé de mettre un coup de projecteur tout à l'heure. Il s'agit donc, en fait, chaque fois que l'on énonce un mot ou un groupe de mots qui a été travaillé d'une certaine façon et qui fait sens, eh bien, de le souligner dans l'énonciation et dans l'articulation générale de la phrase. Nous gardons notre tonalité de Ré majeur, mais nous changeons maintenant d'époque et de façon de se comporter. Et nous allons nous pencher successivement sur deux premiers mouvements de sonates classiques de la même période, du milieu des années 70, l'une de Mozart, et nous allons nous pencher plus longuement sur la seconde, celle de Haydn. La première est la sonate Köchel 284 en Ré majeur, dont je joue maintenant le début, et je vais me livrer au même jeu. Je vais simplement, en quelque sorte, rendre sonore simplement les notes, le graphisme du texte, un peu comme le ferait une sorte de rouleau mécanique. Bien entendu, un piano mécanique, comme vous vous en étiez douté. Alors, cette sonate est très simple de facture, mais je l'ai choisie parce qu'elle est extrêmement claire pour nous montrer comment Mozart travaille avec les proportions classiques et les jeux de symétrie classique. D'abord, il commence sa sonate avec un accord arpégé isolé, comme pour dire vraiment, eh bien, voilà, ça commence ici, et le geste de début est très explicite. Maintenant, qu'entendons-nous? Alors, si on réduit ce que nous allons entendre également à un schéma, comme pour Bach, ce schéma pourrait être à peu près le suivant. Etc. Alors nous avons une courte ouverture qui est très variée, notamment en rythme. En effet, nous entendons toujours les mêmes intervalles de tierces, sauf un si qui arrête tout d'un coup le discours d'une façon très véhémente. Sinon, toujours les mêmes intervalles pour nous amener jusqu'à une dominante qui reste en place tout le temps, et on énonce toujours ces va-et-vient entre des accords de tonique et de dominante, qui sont le premier enchaînement que chacun d'entre nous apprend quand il se met à faire de la musique. L'accord de dominante continue jusqu'à nous amener à une tonique qui va durer longtemps. Donc vraiment, ce sont des éléments
de langage de base. Comment Mozart travaille-t-il avec tout cela pour donner une musique éminemment vivante et très classique? Eh bien, nous avons vu qu'il commence par arrêter les choses. Dans sa deuxième mesure, il a préparé ce geste théâtral en multipliant, en quelque sorte, le débit par 2. Toutes les choses sont plus lentes. Et puis à nouveau, elle court plus vite. Et la pulsation, dont nous avons beaucoup parlé lors du cours sur la pulsation, va faire palpiter en quelque sorte notre dominante. Mais pour préparer ce petit coup de théâtre du si bécard, eh bien, Mozart travaille sa tierce au début, au lieu de faire et il nous fait entendre, et il ajoute un peu de piment en ajoutant une note étrangère à cette formule, avec un sol qui n'est pas dans l'harmonie de base. Il arrive donc à donner beaucoup de force au premier accord, beaucoup de force grâce à ce rythme et à cette appoggiature à la figure qui suit, qui est une figure de levée, pour mieux préparer sa suspension. Et donc, naturellement, après la suspension, il sera très naturel d'aboutir à cette dominante obstinée. Alors il l'énonce donc toujours pulsé, mais regroupé par 4 toujours. Donc on a vraiment un type de régularité particulier. Et puis, nos cadences dominantes toniques, comment sont-elles prononcées? Là encore, on a chaque fois la même logique. Préparation, ou lever, accent, ou le corps, vraiment des choses, ou le radical du mot, et puis désinence, ou la terminaison. Alors, voici quelle est la préparation. C'est une note répétée par 3. L'accent central, le corps, le radical, eh bien, est prononcé avec une appoggiature, c'est-à-dire qu'on appuie la note principale par une note voisine. Et la note finale, elle, est un peu arrachée. Ce qui fait que ça nous propulse vers la formule suivante. Donc on voit bien qu'une simple formule de cadence est en fait extrêmement ouvragée et nécessite une grande articulation. Cette articulation, c'est celle que fera tout instrumentiste éduqué avec ses coups d'archet, par exemple s'il est un instrumentiste à cordes. Et au moment où on devrait entendre, Mozart interrompt le processus et nous fait entendre une sorte de trait, un petit moment de virtuosité, où chacune des notes principales sera contournée par une ornementation virtuose qui est bientôt doublée 2 mains ensemble, comme si on avait d'autres instrumentistes à l'orchestre, pour donner plus de masse et plus d'énergie, pour aboutir finalement au pas suivant qui sera notre tonique. Alors réentendons ce premier passage et avec, disons, une énonciation claire de ces différents termes et une mise en valeur, j'espère proportionnée, de ces différents poids. Maintenant, nous continuons. Alors, nous arrivons à notre tonique. Eh bien, Mozart la prononce clairement. 2 fois. Et après,
j'allais dire, il tourne autour harmoniquement. Mais pour mieux nous montrer où est l'accent dans sa phrase, c'est Mozart, le compositeur, j'allais dire allemand, ça rendrait furieux les Autrichiens, mais la Salzbourg dans laquelle il est né est allemande, en tout cas il parle cette langue, eh bien il nous montre où est l'accent dans sa phrase par un petit ornement. Là encore, bien sûr, l'énonciation juste va donner sa vie à ce discours et sa justesse à ce texte. Dans le tutti qui suit, eh bien, il trouve le moyen, malgré des moyens pianistiques assez rudimentaires, à donner vie et respiration à cet ensemble. D'un côté, nous avons un rythme irrégulier. Je parle du rythme fondamental, bien sûr, du rythme structurel. De l'autre, un rythme régulier, mais avec des groupements comme nos respirations de tout à l'heure. Cependant, la vitesse est double maintenant, donc plus d'émotion, plus d'activité. Et sur la dernière mesure, quand l'harmonie se tend, alors là, plus de marque spécifique de la part de Mozart, toutes les notes sont prononcées de la même façon, comme pour mieux affirmer cette cadence. Là encore, imaginons que ce passage soit joué en valeurs toutes égales, c'est comme de prononcer un texte sans articulation et même sans en comprendre la signification, sans faire émerger le poids des mots. Aussi horrible que ce que l'on peut imaginer lorsqu'on lit un texte d'une langue étrangère sans en avoir beaucoup de notions. Dans ce qu'il suit, dans cette conclusion, eh bien, on pense avoir affaire à de la musique neuve. C'est le cas jusqu'à ce que l'on conclue, puisque nous reconnaissons notre rythme du début et notre arpège du début. Donc le rythme qui succédait à l'arpège et qui maintenant le précède. Au lieu de... Nous avons... C'est une façon de dire, eh bien voilà, nous sommes arrivés au bout de notre première phrase, nous revenons au début et nous avons ainsi un ensemble. Nous avons à nouveau un geste qui dit « moment important dans notre phrase, c'est le moment de la conclusion ». Là encore, on perdrait en richesse quant à ce que Mozart a proposé si ces deux éléments rapportés du début n'étaient pas mis en valeur et étaient simplement énoncés dans un flux continuel, par exemple. Ceci est une façon de se comporter, c'est la façon de Mozart, cette façon qu'il a d'exprimer à la perfection les jeux de proportion, de symétrie et la cohérence du langage classique, mais en leur donnant des respirations, un profil sonore et une vivacité dans la caractéristique que lui seul réalise à ce degré de perfection. Et nous allons voir comment, avec le même langage, les mêmes termes, et une communauté de comportements assez importante, Haydn arrive à un résultat très différent, pourtant à la même période. Nous voyons comment son type de personnalité, son insolence,
son originalité, aussi sa maturité, dans ces mêmes années 70, lui permettent, par exemple, dans sa sonate Hoboken 16-29 en Fa majeur, dans le premier mouvement de cette sonate, dans le moderato, de nous surprendre toujours. Nous ne sommes pas surpris que Haydn nous surprenne. C'est une de ses caractéristiques. Début de l'œuvre, là encore, un accord qui nous dit, eh bien, ouverture. Qu'avons-nous entendu ou plutôt vécu? Eh bien, là encore, si on se contente, j'allais dire, de jouer les notes telles qu'elles sont écrites, on a un enchaînement de poncifs. Etc. C'est ainsi, hélas, qu'on a souvent entendu Haydn dans le passé, ce qui a pu faire dire à certains qu'il n'était pas le compositeur que l'on disait qu'il était. Au contraire, il est même sans doute plus. C'était vraiment un laboratoire à idées, et ça commence dès le début. On a donc cet accord, et puis, tout de suite, la basse est ici en répétant obstinément, de façon presque maniaque, la pulsation. Quoi qu'il puisse arriver au chant ou à la main droite. Celle-ci, justement, commence par prononcer un rythme très caractéristique. Et puis, une musique bien différente. Et puis, toutes les deux concluent sagement. Mais là, au lieu d'avoir quelque chose comme... et puis un autre démarrage, on a droit à quelque chose qui se mord la queue, quelque part. En effet, le rythme du début a commencé trop tôt, on serait tenté de dire. C'est cette vieille méthode des classiques, au lieu de faire des symétries, 4 plus 4, disons pour simplifier, eh bien on brise ces symétries. On fait commencer la prochaine série de 4 mesures sur la 3e mesure, et on joue ainsi toujours avec les effets de surprise ou de dissymétrie dans la symétrie. Et donc, la deuxième entrée devrait nous laisser alors entendre, mais de même que la deuxième entrée a commencé une mesure plus tôt, eh bien, notre thème de main droite va lui aussi commencer plus tôt. Au lieu d'attendre la prochaine mesure, la prochaine bonne proportion pour rentrer, elle commence elle aussi plus tôt. Ce qui fait que quand nous entendons toute cette introduction, nous entendons ces musiques, mais nous ne savons plus trop où nous en sommes au niveau des symétries rassurantes. Nous n'arrivons plus vraiment, au premier abord, à mettre en place la deuxième mesure, le milieu de ces phrases, la juste, exacte symétrie. C'est une façon de présenter un matériel simple en nous faisant perdre les pieds. Maintenant, à brûle-pourpoint, Haydn commence une toute autre musique, très mélodique et avec un tout autre esprit. Mais comme il est un homme de contraste, alors, lorsqu'il est arrivé à moduler, puisque tel était le but de ce petit mélisme, dès qu'il a modulé, nous entendons une musique très différente.
Ça, c'est celle-ci que nous devrions entendre si le compositeur n'avait pas autant d'originalité. Mais Haydn décale son accompagnement, ce qui fait que la mélodie que nous entendons est toujours un peu boiteuse. Là encore, au lieu de suivre nos pulsations de façon rassurante, elles sont toujours décalées. Mais tout de suite commence à nouveau la même mélodie que tout à l'heure, comme pour nous rassurer, quoiqu'au lieu de commencer en ré mineur, elle commence comme tout à l'heure, en fa majeur, la tonalité d'origine, comme si ça n'avait servi à rien de moduler. Ça, c'est une chose inattendue et très étrange. Et puis nous modulons une seconde fois, à un autre endroit bien sûr, Do majeur. Nous profitons de cette tonalité pour continuer. Et nous répétons 3 fois une cadence dans cette nouvelle tonalité où nous semblons nous être installés. C'est la dominante, c'est l'endroit où nous devons en principe aller, dépendant du compositeur. Et dans ce cas-là, nous allons, avant connaître des péripéties, les voici harmoniquement. Mais l'harmonie, la structure de base est une chose, autre chose est la façon de l'habiller en quelque sorte. Et bien là, et c'est pour cela que j'ai choisi cette sonate, nous allons retrouver le même jeu de triton, l'intervalle du diable, que nous avions avec Bach tout à l'heure. Sauf qu'en plus, Haydn s'amuse à faire des sauts dans son accompagnement de basse, ce qui fait que la musique semble tout à fait disjointe. Au moment où nous avons rejoint à nouveau un degré qui va nous amener une nouvelle fois vers Do majeur, c'est notre but, la dominante, alors il semble qu'on commence une nouvelle fois, une 4e fois, cette petite mélodie qui nous a permis de moduler. C'est une erreur. En fait, nous allons conclure, mais on va conclure sous forme de blague. D'abord, on utilise cette syncope, cette façon d'énoncer la musique de façon boiteuse qu'on avait tout à l'heure, une main après l'autre. Et puis surtout, cette façon de se balader d'un registre à un autre qu'avait la main gauche jusque maintenant, la main droite va l'adopter et au lieu de dire, elle va voyager de façon très radicale en nous disant, le résultat est donc, ce qui fait qu'on est tout à fait perdu pour suivre le cheminement pourtant très logique de cette musique. On est arrivé à la dominante, mais au lieu d'être une dominante centrée, harmonisée, polissée, elle est dans le grave, à l'unisson, et après une sorte de pirouette compositionnelle. On s'arrête dessus, c'est le point d'interrogation, et personne ne sait ce qui va arriver. Je joue ce début avec toutes ces surprises, toutes ces farces et toutes ces incongruités. À quel point la façon dont Haydn emploie la langue est vraiment décapante, et on voit à quel point la façon de jouer avec cette langue en tant qu'interprète est naturellement capitale pour une interprétation de sa musique. La suite n'a pas moins de saveur, je passerai un peu plus vite bien sûr, parce qu'on a d'autres
cas de figure sur lesquels j'aimerais que nous nous penchions. Pour commencer, ayant atteint notre Do majeur, eh bien, on va s'y ébattre de façon très virtuose en commençant par un arpège. Vous vous rappelez l'accord du début, qu'on pouvait peut-être arpéger légèrement, mais il est écrit comme accord de la part de Haydn. Et bien maintenant, il écrit un arpège, puis des arpèges dans tous les sens. Et puis, il fait sa cadence de façon assez goguenarde, on peut dire. On commence à nouveau ce jeu des 3 arpèges que nous venons d'entendre, mais bien sûr en changeant sur le dernier et en enchaînant pour aboutir à la dominante de Do. Nous sommes maintenant sur un sol, nous faisons chaque fois un palier, car en fait, dans cette musique, plutôt que de parler de différents thèmes, j'aimerais plutôt parler de différentes idées qui marquent les degrés pivots dans lesquels nous voyageons, Fa, Do, Sol maintenant. Et comment énonce-t-il son Sol, Haydn, précisément? Nous retrouvons notre pulsation du début. Au début, elle était à la basse. Maintenant, elle est à la partie supérieure. Seul et pour toute une mesure. Ça, c'est bien Haydn aussi. Dans certaines symphonies, il arrête une note répétée pendant 3 mesures et plus, même dans un mouvement lent. Mais là, il va jouer avec. En effet, les mains vont alterner. Maintenant, on reprend ce principe d'alternance, de syncope, de boitement. Mais cette fois-ci, ça ne va pas être dans des harmonies très convenables. Si je joue les 2 mains ensemble, voici ce que j'obtiens. Alors, Haydn le sait bien sûr, on a une sorte de moment d'une grande densité, et puis 2 fois plus vite. Et maintenant, nous atteignons le moment dramatique de cette exposition sur un accord de 7e diminué et une grande envolée virtuose. Nous avons aussi des valeurs de triolet à la main droite et des intervalles de grande dimension. Mais tout de suite, Bach nous dit non, ce n'était pas trop sérieux. On retrouve des valeurs mélismatiques et une tonalité majeure qui va être maintenant affirmée par des formules répétées toujours 3 fois, toujours cette façon de répéter 3 fois, mais de varier bien sûr. Voici la variation. Et puis, avant de conclure, on revient vers les éléments un peu inquiétants de ces 2 pages, ce qui était plus chromatique, et on fait alterner passage chromatique et passage diatonique, qui vont conclure dans une atmosphère plus joviale. Le développement, quant à lui, commencera de façon très dramatique, en Do mineur. C'est notre première mesure, qui, au lieu d'être ici, cette fois, pour annoncer 2 pages de musique, toute une exposition, sera là à chaque mesure pour annoncer des pas harmoniques inquiétants. Tellement inquiétant que la musique s'arrête, notre pulsation s'interrompt. Et notre première idée vient, dans l'éclairage actuel, avant d'être envahi par les arpèges qui vont nous permettre de moduler. Nouvelle interruption, nouvelle énonciation de ce thème, mais écoutez bien maintenant comment Haydn fait monter la tension dramatique. Un mi bécard qui est altéré en mi bémol au cours de la même énonciation du thème. Et les 2 vont alterner.
pas très habituel tout ça, pas du tout conventionnel, mais extrêmement efficace pour l'expression. Et ce jeu chromatique est apporté maintenant à la basse. Le Fa devient Fa dièse, et ainsi on va plus avant dans ce jeu de tension expressive au cœur du développement. Et puis, nous abordons un moment où on module à chaque mesure et où donc les arpèges qui nous ont aidés jusqu'à maintenant à affirmer une tonalité au moment où une phrase commençait ou se terminait vont nous permettre de voyager dans ces modulations. Capital du développement, nous retrouvons une note grave isolée, comme nous avions au milieu de l'exposition. On voit bien les repères que donne Haydn pour s'orienter dans l'articulation des différentes phrases. Nous continuons avec des arpèges qui réaffirment le dramatisme de Ré mineur. Quand nous modulons, tout s'arrête à nouveau. Nous retrouvons le fameux accord du Mi altéré, vous savez. Tout s'arrête, et maintenant on va bientôt conclure en Ré mineur. Vous savez, Ré mineur c'est le relatif de Fa, c'est son pendant sombre en quelque sorte. Et la conclusion sera la suivante. Mais voyez l'énonciation qui intègre en même temps nos syncopes de tout à l'heure, ce boitement, et en même temps ces jeux de registres complètement incroyables. Avant que tout ne se recentre sur notre Ré répété, alors une mesure de répétition toute seule à nu, c'est quoi? C'est un grand signal pour nous dire quelque chose va se passer. Et en effet, nous sommes au début de la pièce à nouveau, c'est la réexposition. Donc, notre principe de répétition, qui est amplifié cette fois-ci, nous a permis de revenir à la réitération de notre point de départ. On voit bien, donc, comment Haydn travaille avec les idées de base et comment clairement il les articule et comment nous-mêmes nous pouvons suivre les créations de sa fantaisie en articulant de façon adéquate ces discours tellement variés. Je prendrai de Beethoven, nous avons toujours notre triumvirat, une sonate du début du siècle suivant, mais en fait nous allons retrouver une langue musicale qui est encore finalement très proche. Simplement, nous pourrons vraiment distinguer la personnalité de Beethoven et nous allons essayer de dégager comment nous pouvons nous-mêmes faire sortir ces idées à travers les mots qu'il choisit et la façon dont il les enchaîne, tout en gardant à la phrase générale son flux qui finalement a une telle énergie et qui exprime si bien la vision beethovenienne. Alors il s'agit là du premier mouvement de la sonate opus 31, numéro 3 en mi bémol majeur, vous vous souvenez sûrement.
Beethoven interroge. C'est souvent le cas. Il interroge en répétant. Et c'est bien intéressant, il interroge sans être dans sa tonalité. Il ne commence pas son œuvre en mi bémol, qui est sa tonalité de départ. Il commence sur un 4e degré, avec un accord de 7e. Il s'interrompt, il reprend souffle, il réinterroge. Et il le fait avec ce rythme si caractéristique. Et un intervalle de quinte, un intervalle descendant. Nous allons retrouver cet intervalle travaillé de 1000 façons. Il va être une des clés de ce mouvement. Maintenant, il commence à interroger de façon plus insistante. Il répète son accord 3 fois. En fait, ce rythme qui est énoncé de façon un peu lente ici, c'est un rythme qui est le rythme de la 5e symphonie, ou du 4e concerto, ou de beaucoup d'autres œuvres chez lui, un rythme récurrent. Et quand, au début de l'œuvre, on a posé finalement la grande question, la réponse est donnée par le même rythme, mais cette fois-ci simple et décidé. Seulement quand ce rythme, justement, fera véritablement commencer la pièce et tout ce qu'elle a à nous raconter, alors nous avons plus que les cellules de base, les matrices de la composition, nous avons déjà un travail mélodique qui est énoncé en même temps que ce rythme. Donc, bien entendu, nous avons besoin des deux. Un nouveau Beethoven interroge, et pour bien ajouter un peu de pression, si j'ose dire, il va changer de registre et puis ajouter une note étrange, qui est peut-être humoristique ou caractéristique, à chacun de décider. Sur son rythme de 5e symphonie, il change aussi de registre, comme pour interroger différentes parties du monde. Et une deuxième fois, il conclut pour faire véritablement commencer sa pièce à partir de ce moment-là. Alors, pourquoi j'ai choisi cette sonate, vous le devinerez sans doute. Nous avons la même pulsation répétée que chez Haydn. Mais cette fois-ci, elle est traitée de façon bien différente. Parce que si chez Haydn, on avait un jeu d'interruption continuelle, chez Beethoven, au contraire, on a une permanence dans le vecteur, j'allais dire, du temps et du matériau qu'il emploie, qui est très puissante. On sent qu'on est tout de suite porté vers une direction et que Beethoven nous emmènera irrémédiablement jusqu'au but. Seulement ici, que se passe-t-il ? Eh bien, lorsque nous sommes arrivés sur la tonique après l'avoir cherché, au lieu d'énoncer un nouveau motif, en fait, c'est le même motif qui est énoncé, avec la petite note d'humour et les changements de registre, comme si le nouvel éclairage a changé la teneur psychologique de ce même matériau. Première interrogation plus légère, deuxième, et voici la réponse. En fait, c'est le même geste, un peu compressé, parce qu'au lieu d'avoir un accord par mesure, nous avons les 3 accords qui disent toujours la conclusion, qui donnent toujours la clé de la question. Alors voici donc ce que nous pouvons appeler premier thème, si nous voulons. Qui est bientôt varié avec un trille. On n'est pas Beethoven pour rien. Maintenant, il va se passer autre chose. Ça, c'était la première phrase. Alors, on fait des liens entre les phrases. Vous vous rappelez comment Beethoven a proposé sa première mélodie sur les 3 coups qui disaient « d'accord ». Il a employé
cette petite ornementation devenue mélodie. Et il l'emploie maintenant pour relier les différents pans de son exposition. Entre les deux premières phrases que nous avons décrites, et maintenant entre la deuxième et la troisième, a une nouvelle idée. C'est une idée en tierce, ça nous rappelle celle de Mozart de tout à l'heure, mais c'est traité à la Beethoven. On revient en arrière, on va vers l'avant, et on change l'idée. On la fait moduler, on change les agencements de tierces, on n'en garde que la fin, on la répète, vous savez, on travaille avec ce qui reste. Bref, on sent qu'on est vraiment dans la matière, comme un sculpteur, et on travaille toujours cela à partir des cellules génératrices, des cellules d'origine, pour assurer une plus grande organicité et une plus grande compréhension. Parce que bien sûr, si tout naît de cellules compréhensibles par tous, la musique a plus de pouvoir de communication. Maintenant, on interroge, mais en mineur. On module beaucoup et assez vite. Et déjà, tout d'un coup, on va conclure. Avec quoi? Avec notre fameux intervalle descendant. Mais ce n'est pas une tierce maintenant, c'est une septième mineure. Intervalle très expressif, et puis une octave. On a atteint le but maintenant. Ça y est, on a terminé. On aurait terminé de façon discrète si Beethoven n'avait pas son tempérament fougueux. Et voici comment l'une des mains commente ce que l'autre vient d'atteindre. Elle l'imite, mais de façon très différente, arrachée, furieuse ou grotesque, à chacun de choisir les caractères qu'il entend donner à ces différents moments. En tout cas, entendons ce début. Là encore, je me livre à ce jeu de faire entendre une partie sans que la façon de discourir en musique ne reflète ce contenu d'idées, de caractère et de travail qui caractérise l'univers beethovénien. Maintenant, au contraire, j'essaie, comme nous l'avons fait tout à l'heure, pas à pas, de faire sortir toujours les différents réseaux de force que le compositeur a, non pas emprisonnés, mais a inclus dans son œuvre.